Hello, welcome to the Bonjour, bienvenue au studio virtuel de la Banque mondiale. Quelle plateforme parfaite pour parler de l'agriculture numérique et des nouvelles frontières et des systèmes alimentaires. Je suis votre hôte Femi Ok. Dans un instant, nous allons parler d'agriculture numérique en nous concentrant sur les données, l'innovation, les secteurs publics et privés, avec des innovateurs et des leaders de tous ces domaines et des personnes qui ne se contentent pas de parler, mais qui font aussi le travail en même temps. C'est une conversation que nous voulons porter loin et large. Donc, si vous êtes près de médias sociaux, sautez dessus, hashtag l'agriculture numérique en direct de la Banque mondiale. Bienvenue, ravi de vous voir. Toute cette émission, cette conversation, ce programme sera réalisé en français ou disponible en français, en anglais et en espagnol. Alors, parlons donc de la manière dont l'agriculture numérique peut transformer votre santé, notre santé, nos économies et notre planète. Il y a tellement de choses à faire et nous allons donc commencer avec Marie Pangestu. Elle est directrice générale de la politique de développement et du partenariat de la Banque mondiale. Marie, c'est vraiment formidable que vous puissiez nous rejoindre. C'est à vous. Merci Femi et bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. C'est vraiment formidable pour moi d'ouvrir cet événement et je vais le changer. Je vais changer le nom un petit peu. Je vais appeler ça l'agriculture intelligente ou comment nous pouvons vraiment utiliser la technologie et les outils numériques pour avoir une nouvelle frontière pour le système alimentaire. Parce que, comme vous le savez, le système alimentaire est au cœur de toutes les conversations que nous avons sur la santé des personnes, des économies et de la planète. Et il est également la source de nourriture et de millions d'emplois. Donc, le système alimentaire est donc au cœur de l'agenda du développement, si on peut dire. Mais dans sa forme actuelle, le système alimentaire est loin d'atteindre son objectif le plus fondamental, à savoir nourrir tout le monde chaque jour avec une alimentation saine et durable. Près de 700 millions de personnes ont souffert de la faim en 2019. Une prévision de la FAO indique que les conséquences économiques du Covid-19 aurait pu pousser environ 100 à 130 millions de personnes supplémentaires dans la faim. Et la façon dont les aliments sont produits et consommés est associée à la sous-nutrition, aux maladies d'origine alimentaire et aux maladies liées à l'alimentation. Le système agroalimentaire exerce également une pression considérable sur l'environnement. L'agriculture et le changement d'affectation des sols génèrent jusqu'à 29% des émissions totales de gaz à effet de serre et épuisent nos ressources naturelles. De plus, un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée, ce qui exerce une pression supplémentaire sur l'environnement. Mais des changements importants sont en cours. Les agriculteurs optent pour des pratiques intelligentes sur le plan climatique. Ils augmentent la résilience, améliorent les rendements et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises innovent pour réduire les pertes alimentaires et les gouvernements alignent les politiques de soutien public sur leurs objectifs de développement. Dans le même temps, la technologie numérique explose. Environ 4,6 milliards de personnes utilisent Internet. 5,2 milliards de personnes possèdent un téléphone portable. En 2018, des millions d'objets embarquant de la technologie, comme des équipements agricoles, étaient connectés à Internet. Aujourd'hui, nous posons donc la question suivante. Comment pouvons-nous expliquer, exploiter le potentiel de la technologie pour transformer le système alimentaire? La pandémie Covid-19 a mis en évidence la façon dont la technologie accélère la transformation. Alors que les pays se verrouillaient, la santé s'est orientée vers des solutions de télésanté. L'éducation a été dispensée par des canaux en ligne et les services alimentaires ont été fournis par des solutions numériques. Alors, je pense donc que la pandémie a souligné qu'il est vital que chacun ait accès à une infrastructure numérique fiable et résiliente. Pour soutenir une révolution numérique inclusive, il faudra des politiques qui protègent les données, une connectivité numérique avancée et qui soutiennent les écosystèmes d'innovation. L'expérience montre que la révolution technologique peut aussi aider les pays à construire un système alimentaire suffisant, durable et équitable.
Alors, voici quelques exemples. Au Kenya, la Banque mondiale soutient une plateforme numérique permettant aux agriculteurs d'accéder au marché et à des services de conseil intelligents face au climat. Cette plateforme aidera à terme 1 million d'agriculteurs à augmenter leurs revenus et à devenir plus intelligents face au climat. Le Kenya abrite également Twiga et l'IFC soutient cette plateforme mobile qui vend des produits. Twiga permet aux agriculteurs de bénéficier de prix équitables et de renforcer la sécurité alimentaire locale. C'est un système logistique qui a permis à Twiga de réduire considérablement les pertes alimentaires. En Inde, la Banque mondiale a soutenu des programmes visant à aider les agricultrices à vendre leurs produits sur des marchés en ligne et à avoir accès aux services financiers numériques. Et ça, c'est très important dans cette pandémie. Ainsi, les technologies numériques ont permis de fournir 600 millions de financements à environ 30 millions de femmes rurales depuis le début de la pandémie du Covid-19. L'agriculture numérique peut donc améliorer chaque partie du système alimentaire et créer des milliers de meilleurs liens entre les 570 millions d'exploitations agricoles du monde et les 8 milliards de consommateurs. L'agriculture et le secteur alimentaire sont à l'aube d'une transformation rendue possible par la technologie. Aujourd'hui, nous lançons un nouveau rapport de la Banque mondiale, What's Cooking? Transformation numérique du système agroalimentaire, qui constitue la feuille de route pour transformer les possibilités technologiques en de meilleurs résultats pour le système alimentaire. En travaillant ensemble, je crois que nous pouvons vraiment libérer le potentiel de l'agriculture intelligente et numérique. Nous pouvons orienter les systèmes alimentaires afin d'ouvrir des personnes en bonne santé, une planète saine et des économies saines. Je vous remercie. Merci Marie. Alors, vous vous souvenez peut-être que Marie a mentionné un tout nouveau rapport qui est publié aujourd'hui. Nous sommes rejoints par l'auteur du rapport, Katharina Schroeder. Katharina, félicitations. J'ai vu le rapport sur Amazon.com, mais je n'ai pas encore pu mettre la main dessus. Mais ce n'est pas grave, car vous allez nous en donner un aperçu. Katharina, à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, les technologies numériques offrent la promesse de transformer le système agroalimentaire d'une manière inédite, en réduisant radicalement les asymétries d'information et les coûts de transaction qui affectent le système, ce qui est rendu possible par la capacité de collecter et d'analyser des quantités massives de données lisibles par machine sur pratiquement tous les aspects de la chaîne de valeur agroalimentaire, ainsi que par l'émergence de plateformes numériques qui perturbent les modèles commerciaux existants et l'accès au marché. Alors, dans ce contexte, il est donc très important de comprendre ce qu'il faut faire pour mettre les technologies numériques au service de cette transformation et faire en sorte que les résultats soient à la fois équitables et durables. Dans notre rapport intitulé What's Cooking? La transformation digitale du système agricole, nous visons à soutenir cet objectif avec trois principales contributions. La première, c'est que nous offrons un cadre d'analyse économique pour examiner les voies par lesquelles les technologies numériques transforment le système agroalimentaire et aboutissent à des résultats plus efficaces, équitables et durables sur le plan environnemental. Deuxièmement, nous avons décrit les politiques et les investissements publics qui permettent de maximiser les impacts positifs des technologies numériques tout en minimisant les risques. Enfin, cette troisième contribution, c'est un outil d'évaluation qui permet une évaluation plus systématique des capacités et des contraintes qui peuvent exister dans un pays pour tirer parti des technologies numériques. Ce rapport arrive à un moment important. Le contraste que nous avons observé entre l'abondance de nourriture et des fermes et la pénurie des nourritures dans les magasins pendant les fermetures de Covid-19 a mis en lumière les inefficacités omniprésentes qui existent dans le système agroalimentaire. Dans le même temps, la pandémie a également été l'occasion de mieux reconstruire le système agroalimentaire et de le mettre sur une voie beaucoup plus durable. Avec un environnement favorable et des garanties appropriées, les technologies numériques peuvent y contribuer. Dans l'animation suivante, nous proposons quelques points forts supplémentaires sur les idées et les questions abordées dans le rapport. Notre système agroalimentaire mondial assure la subsistance d'une population mondiale en constante augmentation. Il crée des millions d'emplois et joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable. Mais le système agroalimentaire mondial n'est pas adapté aux besoins. Il pèse sur l'environnement en générant jusqu'à 29% des gaz à effet de serre
Et alors qu'il y a une surabondance de nourriture, 820 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. Cela est dû au fait que le système agroalimentaire mondial est en partie freiné par les coûts de transaction et les asymétries d'information qui empêchent les transactions rentables. Le système agroalimentaire est complexe et il faut des dizaines d'acteurs et de transactions pour acheminer les aliments des agriculteurs aux consommateurs. Les coûts de transaction sont supportés par les partenaires commerciaux pour se trouver, déterminer les conditions de vente telles que les volumes, la qualité et négocier les prix et les politiques de retour. En raison des asymétries d'information qui se produisent lorsqu'une partie prenante dispose de plus ou de meilleures informations qu'une autre, les commerçants et les consommateurs ne peuvent pas dire si un produit est de haute qualité ou s'il répond à leurs normes environnementales ou sociales. Cela coûte des profits aux agriculteurs, les pousse à choisir la quantité plutôt que la qualité, souvent au détriment de l'environnement, et limite les choix des produits des consommateurs. Mais grâce aux technologies numériques et à l'accès massif aux données, le système agroalimentaire mondial peut surmonter ces obstacles et assurer la santé des personnes, de la planète et des économies. La Banque mondiale est un partenaire de confiance qui aide les systèmes agroalimentaires nationaux à s'orienter dans la révolution numérique. Notre nouveau rapport donne un aperçu du potentiel de l'exploitation des technologies numériques pour transformer le système agroalimentaire. L'agriculture numérique peut créer des gains sociétaux grâce aux 3 E. Efficacité économique, grâce à la possibilité pour les agriculteurs d'accéder à de multiples marchés et de réduire leurs coûts en améliorant comment découvrir les prix, mieux appareiller l'acheteur et le vendeur et améliorer la traçabilité et le contrôle de la qualité. Équité, grâce à l'inclusion des petites exploitations agricoles et des populations marginalisées. Et environnement durable, grâce à la réduction du gaspillage alimentaire, à une meilleure gestion des ressources et en récompensant des pratiques respectueuses de l'environnement. L'accès aux données offre de nouveaux moyens d'évaluer la solvabilité des petits agriculteurs et des entreprises agricoles, d'améliorer leur accès au financement rural et de concevoir des produits d'assurance abordables. Les technologies numériques permettent également de concevoir des politiques gouvernementales efficaces, de les mettre en œuvre et de surveiller les résultats environnementaux. Ces avantages sont considérables, mais l'agriculture numérique comporte également des risques, comme le fossé numérique. Nombreuses sont les personnes n'ayant pas toujours accès à la technologie ou à l'Internet ou suffisamment et ne sachant pas comment les utiliser. Le deuxième risque est la gouvernance des données. Les informations commerciales et personnelles des agriculteurs peuvent être exposées, ce qui peut inciter à une utilisation abusive. Enfin, il y a le risque d'une concurrence limitée. On craint que les marchés numériques n'accroissent le pouvoir de marché et ne filtrent les bénéfices que vers quelques fournisseurs de technologies numériques. Alors, comment faire en sorte que le système agroalimentaire bénéficie de la technologie numérique? Premièrement, les gouvernements doivent accroître l'accès aux infrastructures numériques et physiques pour l'utilisation des données et des technologies dans l'ensemble du système alimentaire. Ensuite, les politiques doivent soutenir des écosystèmes innovants pour l'agriculture numérique par le biais de jeux de données ouvertes, de plateformes numériques, d'entrepreneuriat numérique, de systèmes de paiement numérique et de compétences numériques. Il est tout aussi essentiel de garantir un environnement concurrentiel pour les fournisseurs de services numériques. Nous avons également besoin de politiques qui protègent l'utilisation et le partage des données contre les abus et qui veillent à ce que les politiques agricoles maximisent le potentiel de l'agriculture numérique en matière de durabilité environnementale. Grâce à la transformation numérique et aux bonnes politiques, le système alimentaire peut assurer la santé des personnes, la santé de la planète et la santé des économies. La Banque mondiale est partenaire des secteurs publics et privés et de toute une série de parties prenantes sont intéressées par la transformation de l'agriculture à l'aide de technologies agri-digitales ou agri-numériques, en particulier dans les pays en développement. Alors, examinons maintenant les opportunités dans le secteur privé quand il s'agit d'agroalimentaire et de technologie. Dans un instant, vous aurez le plaisir d'assister à un débat et de voir un débat animé par le directeur principal des technologies perturbatrices de la SFI. Il se tient prêt, mais tout d'abord, nous allons voir le président du groupe, le directeur exécutif, vous savez, c'est quelqu'un d'important, et le cofondateur d'Olam qui a quelques questions à nous poser.
Alors, comment pouvons-nous véritablement transformer le système alimentaire et agricole pour qu'il devienne plus durable? Et quel est le rôle du numérique et des technologies numériques dans la mise en œuvre de cette transformation? Alors, la première chose que nous devons faire, c'est donc de fournir une transparence radicale tout au long de la chaîne d'approvisionnement agricole, en commençant par les agriculteurs et en terminant par les consommateurs. Et cela veut dire, dans ce contexte, que nous avons des petits agriculteurs dans beaucoup de pays et nous avons besoin d'avoir une technologie numérique qui est sûre pour avoir cette transparence radicale. Et dans ce contexte, Olam a lancé une plateforme de durabilité et une offre appelée Axos qui fournit des données sur la chaîne d'approvisionnement de l'intérieur, mesure l'impact, génère les actions nécessaires pour réduire cette intensité et aussi comment s'engager avec les parties prenantes et avoir les discussions nécessaires pour montrer cette transparence radicale. Deuxièmement, nous voulons réellement transformer les moyens de subsistance des agriculteurs. Et si vous ne transformez pas les moyens de subsistance des agriculteurs, le système de production agricole est en jeu. Alors, comment pouvons-nous y parvenir? Tout d'abord, il faut disposer de la technologie au niveau de l'exploitation agricole afin de pouvoir collecter des informations et les données sur tous les petits exploitants. Nous avons donc mis au point le système d'information agricole OLAM qui nous permet de recueillir des informations sur les agriculteurs, notamment sur la taille de leur ménage, le nombre de personnes qui vont à l'école, dans leur foyer, leurs pratiques agricoles, leur rendement et leurs coûts. Et dans ces cas-là, nous pouvons utiliser ces données pour les aider à améliorer leur productivité et leur prospérité. Troisièmement, nous avons essayé de développer une application de plateforme de service aux agriculteurs et cela nous est apparu très clairement lors de la pandémie mondiale. Lorsqu'on ne pouvait pas avoir accès aux agriculteurs en utilisant toute, une armée d'agents de terrain et d'agents de service de vulgarisation en raison des fermetures et des mesures de restriction. Et donc nous avons donc créé un outil numérique pour fournir à l'agriculteur les meilleures actions personnalisées et contextualisées qu'il peut prendre sur son exploitation en construisant un cerveau agronomique qui est basé sur l'apprentissage automatique et qui peut lui faire fournir des informations très contextualisées et personnalisées sur la façon dont il peut améliorer ses pratiques agricoles et donc catalyser ses moyens de subsistance. Merci Fémi. Je suis heureux d'annoncer le débat d'aujourd'hui sur l'utilisation des technologies disruptives et des modèles d'affaires numériques dans le secteur agroalimentaire. Je suis très heureux de présenter mes deux panélistes pour la discussion d'aujourd'hui. Tout d'abord, Laurie Hanover, première vice-présidente et directrice financière de Netafim. Elle occupe ce rôle depuis 8 ans. Elle dirige également l'initiative mondiale d'irrigation communautaire de Netafim. Netafim, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un leader mondial des systèmes d'irrigation pour l'agriculture de précision. Et ensuite, j'aimerais vous présenter Thiru Naragadja, cofondateur et PDG de NinjaCart, la plus grande entreprise indienne de chaîne d'approvisionnement en produits frais basée sur une technologie complète. C'est formidable d'avoir des panélistes qui se concentrent sur les deux côtés de la chaîne de valeur agricole. Laurie se concentre sur l'agriculture de précision en termes d'intrants et Thiro se concentre sur la maximisation de la sécurité alimentaire et de la disponibilité alimentaire en termes de résultats. L'agrotechnologie a connu une trajectoire explosive au cours des 24 dernières années. Elle est un petit peu en retard sur le plan des gains technologiques, mais elle est en train de rattraper son retard et de prendre de la vitesse, car de plus en plus d'entreprises se sont créées pour perturber ce qui a toujours été un secteur assez traditionnel. La technologie agricole est aujourd'hui à l'origine d'innovations radicales qui contribuent à améliorer la productivité, à résoudre les grands problèmes climatiques, à renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et à offrir aux petits exploitants agricoles un accès réel au financement de tous les intrants. Et tout cela en améliorant la résilience de l'écosystème mondial de production alimentaire. Donc, j'aimerais donc inviter mes panélistes, et je commencerai par Laurie, à répondre à ma première question. Voilà ma première question. Comment leurs entreprises respectives envisagent-elles d'intégrer les données, la science et d'autres technologies numériques dans leurs activités? Et comment ces solutions technologiques influencent-elles les producteurs, les consommateurs et les autres participants de la chaîne d'approvisionnement? Laurie? Merci Bill. Alors tout d'abord, parlons un petit peu de ce que nous faisons afin de pouvoir formuler la réponse correctement. Donc, comme vous l'avez mentionné, nous avons été les pionniers de la technologie d'irrigation au goutte à goutte qui permet aux agriculteurs de cultiver plus avec moins. Moins d'eau, moins d'engrais, moins de protection des cultures, plus de qualité, plus de rendement,
plus de résilience au changement climatique, plus durable, plus traçable. En gros, l'agriculture de précision permet de produire plus avec moins d'intrants. Donc, si nous prenons cela et que nous disons comment pouvons-nous utiliser les données numériques dans notre technologie, ce que nous voyons, c'est que cela nous permet de fournir des décisions agronomiques et opérationnelles intelligentes aux agriculteurs en temps réel. Et c'est particulièrement important si nous voulons parler de la façon dont nous allons résoudre les différents problèmes auxquels le monde est confronté. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons maintenant développé une plateforme ouverte qui mesure ou surveille le champ. Elle analyse diverses sources de données et contrôle ensuite l'opération, ce qui signifie qu'elle va donner en temps réel de précieuses options de décision aux cultivateurs. Alors, parlons un petit peu de ça. Donc, nous avons donc des capteurs terrestres et ce que l'on appelle des capteurs non terrestres. C'est-à-dire que nous apportons diverses formes de données provenant du sol et des données météorologiques ou d'autres sources d'informations basées dans le nuage. Nous intégrons tout cela aux 55 années de connaissances agronomiques que les agronomes de Netafim ont accumulées et que nous avons pu numériser. Ainsi, nous avons maintenant ce que l'on appelle un cerveau qui prend tous les types de données, les fonde sur divers modèles de culture que nous avons développés au fil du temps et qui est maintenant capable de les déployer numériquement en temps réel pour le cultivateur d'une manière très simple par l'intermédiaire de son téléphone et qui dit irriguez maintenant, n'irriguez pas maintenant, attendez, faites ceci, faites cela. Ainsi, vous permettez aux cultivateurs qui n'ont pas cette connaissance et cette expertise de trouver très simplement et très facilement comment prendre maintenant les bonnes décisions pour obtenir beaucoup plus de rendement dans leur champ. Nous envisageons d'ajouter l'IA et l'apprentissage automatique pour améliorer encore ce système à l'avenir, qui collecte également de nombreuses données, lesquelles peuvent être utilisées pour diverses raisons. Elles peuvent servir à élaborer des modèles plus prédictifs pour l'assurance climatique, par exemple. Ainsi, nous sommes en mesure de capturer des données qui proviennent de tout l'environnement sur le terrain et de les déployer de manière à obtenir de meilleures décisions et des décisions plus précises d'une manière très simple et facile à utiliser. Alors, vous avez posé des questions sur d'autres domaines de la chaîne. Eh bien, nous avons également déployé des outils numériques pour améliorer notre apprentissage ou la formation des cultivateurs afin de leur fournir des informations en ligne et un retour d'informations sur la manière de mieux cultiver leur culture, sur les éléments à prendre en compte et sur la manière de mieux utiliser les ressources à leur disposition pour obtenir un produit durable de meilleure qualité. Donc, notre objectif, c'est donc à l'avenir de permettre à nos partenaires de distribution et à nos cultivateurs de prendre des décisions plus avisées et d'avoir un accès facile à la technologie et aux données que nous avons accumulées au fil du temps et que nous continuerons à accumuler à mesure que nous avançons. Merci Laurie. C'est fascinant que votre entreprise, vous le savez, ait commencé en Israël où l'eau est très rare et où vous maximisez les données. Ah, plus maintenant. Ça, c'est la clé de tout ça. Alors, Thiro, je vous pose la même question. Comment envisagez-vous la science et la technologie des données pour refaire entièrement la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne de distribution, si vous voulez, des fruits et des légumes dans un pays de la taille de l'Inde? Alors, le plus gros problème auquel l'Inde est confrontée pour la situation alimentaire est celui des fruits et des légumes, car les articles sont entièrement périssables sont transformés dans notre chaîne d'approvisionnement à température non contrôlée. Et c'est là un autre problème clé pour lequel le transport en temps voulu des articles depuis les terres agricoles jusqu'au marché de la demande sera très crucial. Et à cause de ça, l'agriculteur perd des revenus parce qu'il ne sait pas quel est le bon prix auquel il doit s'attendre. S'il doit chercher à savoir quel est le bon prix, peut-être que le temps va passer et qu'un article va pourrir. Il doit prendre des décisions dans l'urgence, donc il ne sait pas quel est le bon prix ou quel est le bon centre de demande auquel envoyer sa marchandise, et quelle va être l'offre et la demande sur le marché et que va coûter l'article, à cause de cela. Et donc, il n'a absolument aucune information et c'est comme s'il marchait à l'aveuglette pour l'agriculteur. Il produit quelque chose et une fois que la récolte est faite, il doit trouver un intermédiaire qui peut amener son produit au centre de demande. Et quel centre de demande est possible pour lui plus tard? Et c'est aussi un problème pour l'agriculteur. Et ça, mais dans un marché de demande, le marché de la demande n'a aucune idée de ce qui va être l'offre qui entre sur le marché ce jour-là, par exemple. Alors, par exemple, dans une ville comme Bangalore,
Disons par exemple qu'elle peut consommer 20 camions d'oignons. C'est juste un exemple. Alors tout d'un coup, il y a un 21e camion qui arrive à Bangalore, un jour particulier et le prix des oignons va s'effondre de sorte qu'il n'y a pas de preneur pour ce camion et alors les gars commencent à vendre à prix bas. Et tout le monde commence à vendre à des prix bas et donc de 20 roupies, on tombe à 15 roupies. Il n'y a donc aucune visibilité de l'offre qui arrive ou qui va arriver sur le marché. Donc, le plus gros problème auquel ce secteur est confronté, c'est que les données sur l'offre et la demande et les données sur les prix pour les agriculteurs ne sont pas disponibles pour les marchés de la demande non plus. Parce que aussi, après la planification logistique, c'est aussi très difficile parce que vous ne savez pas demain quels agriculteurs vont vendre quoi et quel type de camion est nécessaire. Alors, parfois, l'agriculteur produit un produit et il n'y a pas de camion disponible pour le transformer de la ferme vers d'autres points de demande et l'agriculteur doit simplement laisser l'article pourrir sans trouver le bon partenaire et il se rend sur une place le lendemain avec l'article, la valeur de l'article a chuté parce que c'est un produit qui est périssable. Et donc, ce sont donc d'énormes défis auquel un agriculteur qui cultive des fruits et des légumes doit faire face en Inde, n'est-ce pas? Et ce que nous essayons de résoudre, c'est que nous essayons d'amener ces agriculteurs sur une plateforme où ils ont une visibilité sur leur calendrier de récolte, par exemple. Et nous avons précisément essayé de savoir dans notre réseau d'agriculteurs qui va récolter quoi, à quel moment, et cela joue un rôle très crucial pour nous. Et c'est une sorte de simulateur de planification. Donc demain, je peux appuyer sur un bouton à l'écran et je peux décider quel marché de la demande je vais amener mes produits. Et je peux aussi déterminer quel est le bon marché de demande pour l'agriculteur. Et c'est crucial aussi. Je peux même aussi, pour chaque agriculteur dans des zones voisines, déterminer les 2 ou 3 marchés de la demande qui sont disponibles. Et aussi, je peux décider ensuite d'y aller. Donc, pour tout cela, il faut faire appareiller l'offre à la demande, déterminer comment faire de la logistique, optimiser la logistique et donc, nous devons cartographier les données sources, les données de la demande et aussi planifier la logistique. Ça, ce n'est possible qu'en embauchant et en choisissant un nouveau rédacteur de plateforme de données. Par exemple, nous avons besoin de collecter des données du côté des agriculteurs et de savoir ce que nous devrions pousser quand il va récolter. Nous devons collecter des données du côté de la demande. Quels sont les prix proposés sur les différents marchés? Combien de clients avons-nous? À qui pouvons-nous le vendre? Quelle sera la demande le lendemain? Donc, si vous voyez, par exemple, à Jakarta, nous prévoyons la récolte des agriculteurs, nous prévoyons la demande des clients sur une base quotidienne et nous continuons à la faire correspondre et à l'optimiser pour la logistique et aussi pour les opérations. Parce que nous devons nous assurer que tous ces articles arrivent en magasin pour que le produit, une fois chez le commerçant, ait une plus longue durée de vie pour vendre ce produit. Il n'y a de contrôle de température nulle part. Donc, ce sont quelques-uns des problèmes difficiles que nous essayons de résoudre grâce aux données et à la technologie. Et actuellement, un agriculteur ne réalise généralement que 20 à 30 de ce qu'il peut faire et nous essayons d'améliorer ça de manière significative. Merci Thiro, c'est très important de voir que tous deux, vous essayez de régler des inefficiences avec un impact majeur sur le climat, tout en améliorant la chaîne agroalimentaire. Deuxième question, tout simplement dans quelques instants. Vous savez que c'est une tribune du secteur privé du dialogue entre la Banque mondiale et le secteur public sur l'importance de la numérisation du secteur agricole. Quels sont les défis liés au déploiement de nouvelles technologies et de leur adoption du point de vue de votre entreprise, mais également du point de vue d'une politique gouvernementale, y compris des politiques en Inde, par exemple, qui pourraient nuire ou aider à la croissance de votre entreprise? Eh bien, en termes d'adoption de la technologie, l'instauration de la confiance avec les agriculteurs est cruciale pour l'adoption de la technologie. Pour moi, je vois la croissance de la pénétration des smartphones auprès des agriculteurs depuis 4 ans. Je crois qu'elle est passée de 30 à 70%. C'est ce que nous voyons en réalité. Je vois des agriculteurs qui travaillent avec notre appli, l'appli NinjaCart, mais seulement 20% des agriculteurs l'adoptaient. Maintenant, c'est 60 à 70%. Il y a des agriculteurs capables d'accéder à toute solution technologique, conseils, outils de gestion, de rendement,
sur le terrain ou d'interaction. L'adoption de la technologie a augmenté en raison de la pénétration des smartphones et de la disponibilité peu chère des données en Inde en termes d'accès, par exemple, aux données. C'est-à-dire que nous avons des politiques communes. Le gouvernement a adopté beaucoup de politiques en faveur des agriculteurs dans les fruits et légumes, ce qui a permis à des entreprises comme NinjaCart d'opérer dans les légumes et les fruits. Et donc, on peut aller acheter directement chez un agriculteur. Et donc, on a dégrémenté et il y a toutes sortes d'activités du côté du gouvernement pour créer de façon proactive des organisations d'agriculteurs et de producteurs, d'entraide, avec une aide pour le financement, une aide pour les importations, la gestion des exploitations agricoles et la productivité, subventions sur l'irrigation goutte à goutte pour les agriculteurs et aussi pour les gaz à effet de serre, l'activation des subventions qui est donnée. Donc, le gouvernement encourage de bonnes pratiques et la formation d'agriculteurs pour obtenir de meilleurs produits. Ça devrait continuer. L'adoption du numérique va continuer à augmenter. Les agriculteurs vont se manifester et pourront rendre compte des résultats de tous les efforts déployés dans ce secteur. Merci. En 2 mots, qu'en pensez-vous, Netafim? Quelles sont les politiques porteuses qui seraient utiles? Oui, oui, tout à fait. Je vais reprendre là où mon collègue nous a parlé de la situation en Inde, qui est vraiment idéale, en fait. Le premier problème qu'on voit, c'est comment cette technologie peut arriver sur le marché de masse pour une population dispersée avec des petits agriculteurs qui connaissent peu la technologie. Ce qu'on voit ici, ce que nous avons fait en Inde, c'est une irrigation communautaire. Vous prenez 20 000 agriculteurs dans divers villages et vous avez l'infrastructure, tant pour l'irrigation que le numérique, pour leur permettre d'accéder aux avantages de la technologie. Deuxième difficulté pour nous, c'est l'intégration des systèmes. Il y a toutes sortes de technologies dans les exploitations agricoles, mais la difficulté, c'est comment les intégrer pour avoir tout un ensemble d'informations exploitables pour améliorer la production agricole, la durabilité, la traçabilité et produire une intégration transparente. Je dirais que c'est là les 2 difficultés. Si on peut avancer dans l'accessibilité du numérique et les principes fondamentaux de la technologie, et dans notre cas, c'est l'irrigation, ce serait très utile. Merci. Véritablement, un Internet des objets, c'est un partenariat entre Netafim et NinjaCart qui serait possible. Vous pourriez vous associer pour améliorer le rendement et la transparence et réduire les déchets alimentaires en Inde. Merci, Laurie. Merci, Turo, de nous avoir accordé de votre temps. Le secteur privé, dans le sens large, y compris de nouveaux modèles, et les acteurs plus établis sont plus numériques en partenariat avec la communauté des investisseurs, a un rôle à jouer dans le pilotage du déploiement des technologies et nouveaux modèles. Et donc, c'est pour le financement à ces agriculteurs grâce à la SFI pour une précision, une infrastructure. J'ai vu que nos collègues de la Banque mondiale souhaitent s'associer au secteur privé pour soutenir et aider à guider cette importante transformation numérique pour toute la chaîne de valeur dans nos marchés, dans les pays les plus pauvres de la planète. Alors, merci à nouveau. Je vais vous présenter une petite vidéo de Peter Njonjo, fondateur et PDG de Twiga au Kenya, qui a remis en question la chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes en Afrique de l'Est, un peu comme Turo en Inde. Et nous sommes ravis à la SFI d'être les investisseurs dans Twiga et d'être des bailleurs pour les agriculteurs avec un accès au financement qui permet d'acheter des intrants. Merci. Bonjour, je me présente, Peter Njonjo, PDG cofondateur de Twiga Foods.
Nous sommes une entreprise de commerce électronique B2B qui est centrée sur le renforcement de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Pour nous, nous tirons parti de la technologie pour agréger la demande du commerce du détail informel. En Afrique, près de 70 à 80 du commerce de détail est morcelé avec des milliers et des millions de détaillants sur tout le continent. Vraiment sur tout le continent. Nous tirons parti de la technologie pour regrouper cette demande et mettre en place une chaîne d'approvisionnement efficace, ce qui permet de réorganiser le coût des denrées alimentaires et autres produits. Par exemple, je vois ce que nous sommes en mesure de faire maintenant avec la demande agrégée. Nous pouvons engager les agriculteurs et d'avoir des accords d'approvisionnement, ce qui n'était pas possible dans le passé. Et c'est la raison pour laquelle c'est une question importante, parce que nous voyons une urbanisation accrue dans toute l'Afrique où il y a beaucoup d'inefficacité dans la production alimentaire et donc un montant très important de revenus disponibles dépensés à la nourriture. Pour le contexte, ce chiffre représente 55 dans les grands centres urbains du continent. Et avec la technologie, nous pouvons réduire ce chiffre de façon importante. Bien sûr, comment cela permet de tirer parti des données? En rationalisant la chaîne d'approvisionnement et pour le contexte, aujourd'hui, nous avons une visibilité de ce qui se passe dans la vente au détail. En se servant de cette information pour rationaliser la production alimentaire, nous sommes prêts à faire des affaires commerciales avec les agriculteurs qui se concentrent sur la productivité, traçabilité, sécurité alimentaire. Et là, cette efficacité nous permet d'intégrer le niveau d'efficacité dans le secteur agricole à exploiter à travers le continent et d'en tirer parti pour que le secteur alimentaire national soit aussi efficace. Pour nous, c'est le problème que nous voyons qu'on peut résoudre, et ce, sur tout le continent. Quand je vois ce qui se passe, par exemple, en Afrique de l'Ouest, centrale également, c'est un problème qu'on retrouve dans tout le marché. Et pour nous, chez Twiga, nous voyons cela comme étant la phase suivante d'expansion où cette année, nous allons commencer à travailler en Afrique de l'Ouest et si tout va bien, dans 2 ans, nous pourrons être dans tous les grands centres d'Afrique subsaharienne. Merci. Et merci, Peter. Nous passons à notre tribune suivante. Je suis absolument admirative de tous les intervenants. Et en toute modestie, je dirais qu'ils sont si intelligents, instruits, expérimentés. J'ai l'impression que je devrais quitter la pièce et les laisser faire. Bonjour Anvir, bonjour Rikin, bonjour Jess, bonjour Bettina, bienvenue. Ravi de vous voir. Nous parlons de données. Alors, allez-y, c'est votre secteur. Dites-nous qui vous êtes et je suis ravi de suivre ce que vous faites. Merci. Je me présente, Jeff Fanzo, professeur à l'Université Johns Hopkins et je dirige le tableau de bord des systèmes alimentaires. Ravi de vous rencontrer. Nous vous reviendrons vers vous dans un instant. Rikin, bonjour, dites-nous ce que vous faites. Merci, je me présente, Rikin Gandhi, le cofondateur de Digital Green, où nous utilisons des vidéos de pair à pair pour améliorer les systèmes de vulgarisation et nous avons des mécanismes de gouvernance pour le partage de données dans l'initiative FarmStack. Formidable, super programme. Ranveer, bonjour, dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites. Bonjour, je me présente, Ranveer Chandra, directeur technique de l'agriculture de l'alimentation chez Microsoft, avec un projet PanMich qui nous permet de mettre les données de l'intelligence artificielle au service de l'agriculture. Je vous accueille. Et enfin, Boutine, ravi de vous voir. Dites-nous qui vous êtes et votre poste. Que faites-vous? Bonjour, je me présente, Boutima Germazi, directrice du développement numérique à la Banque mondiale. Alors, nous travaillons avec le gouvernement pour nous assurer qu'ils ont les bases du développement numérique et avec les secteurs pour nous assurer que ces opportunités numériques se traduisent en résultats concrets dans différents secteurs. Je vais commencer par une question de base, une réponse courte, je vous prie. L'importance des données dans l'agriculture. Quel est l'exemple que vous allez me donner? Rikin, c'est à vous. Je dirais que les agriculteurs ont des données
dans leur tête, si vous voulez, sur la façon de planifier les cultures et le bétail à produire. Ils intègrent dans leur cerveau les informations sur la météo, le sol, pour tirer parti et avoir les meilleures décisions possibles. D'accord, Anne Rivière. Oui, oui, tout à fait. Oui, en outre de ce qu'a dit Rikin, des données dans l'exploitation agricole, que les capteurs peuvent recueillir, les drones, les satellites, des données qui peuvent compléter les connaissances de l'agriculteur dont Rikin a parlé, donc, elles peuvent être complétées par des données d'intelligence artificielle pour des perspectives. Par exemple, quand planter, quand récolter, quand arroser, quand vendre, etc. Toutes ces informations sont des données qui sont saisies, partagées et utilisées par l'intelligence artificielle, ce qui donne des avantages à l'agriculture numérique pour les producteurs. Jess? Oui, oui, bien sûr, il y a beaucoup de données qui existent et nous, au tableau de bord, nous collectons les données sur l'ensemble des systèmes agroalimentaires. Il y a des données, il suffit de les mettre en un seul endroit sur une plateforme accessible que les utilisateurs vont prendre. L'un des grands défis pour nous, on peut parler des défis de données, de la qualité des données, mais c'est surtout l'accès des données. Comment les rassembler en un lieu, facile à utiliser avec une interface visuelle. C'est là la difficulté, mais c'est une opportunité également. Boutina, quand je pense à Big Data, je pense à l'analyse des données, l'utilisation des téléphones portables, des informations massives, différents types de données importantes, des informations de taille pour prendre des décisions, pour agir, de meilleures actions. Le, le défi est difficile parce qu'il y a tant de données et donc la question est de les utiliser. Comment les exploiter? Comment les protéger et les utiliser au mieux? Je pense maintenant au titre de notre séance, un accès plus équitable aux données, une gouvernance claire des données. C'est un titre qui me saute aux yeux. Et ça, c'est le soutien aux stratégies agricoles. Ce sont des mots, certes à la mode. Cette idée d'accès équitable, Rikin. Comment? Qu'est-ce que vous faites et c'est comment cette idée pour vous? Il y a deux grandes choses. La première est d'utiliser des vidéos de pair à pair qui permettent aux agriculteurs de partager les meilleures pratiques entre eux. La seconde est de dire qu'une grande partie des données des organisations et que nos partenaires collectent, c'est en silo et stocké par nous-mêmes et pour nos propres avantages dans l'organisation, sans que les agriculteurs eux-mêmes puissent revendiquer leurs données et les monétiser. C'est ce que nous essayons de faire sur FarmStack, permettre aux agriculteurs de gérer leur propre portefeuille de données, de définir leur propre politique d'utilisation. Si je partage mes données avec un autre, je vais appliquer des conditions générales. Je vois que vous hochez du chef. Allez-y, expliquez-moi. Nous travaillons avec Rikin sur ce sujet. Comment faire pour que l'on partage des données plutôt que rester en silo et que ces données puissent être partagées sans sacrifier à leur confidentialité? Ces données contiennent des informations importantes. Entre de mauvaises mains, elles peuvent être utilisées à mauvais escient. Comment s'assurer que ces données peuvent être partagées de façon adaptée? Ces données sont partagées, comme on vient de le dire, elles peuvent débloquer beaucoup de valeur. Donc, une partie du travail pour nous est de permettre ce partage sécurisé de données avec une plateforme qui permet ce partage de données. C'est en partie ce que nous faisons. Et en outre, comment donner structure aux données, qu'elles puissent être découvertes dès le départ. Voici les choses auxquelles nous travaillons chez Microsoft pour permettre ce partage de données et construire ce type de plateforme que Rikin a mentionné. Excellente question. Alors, j'ai entendu comment. Alors, c'est ainsi qu'on fait? Oui, oui, ce sont les moyens par lesquels on peut y arriver. Il nous faut de la sécurité, des moyens sûrs de partager les données, des moyens de structure, de semi-structure des données, parce que les données peuvent être des notes manuscrites, écrites à la main, pas de format particulier. Comment structurer les données?
Comment les rendre accessibles? Elles existent chez quels cultivateurs? Comment créer un référentiel? Voici tous les moyens d'activer les plateformes des données. L'un des problèmes dont Rikin a parlé, c'est que ces données sont actuellement très cloisonnées. Elles existent chez les producteurs, les organisations. Il faut les rassembler, sinon on ne pourra pas débloquer la valeur ni les avantages de l'intelligence artificielle. Toutes ces choses dont nous parlons ne viendront pas à l'agriculture, mais il nous faut commencer à les créer. Pourriez-vous revenir sur le système de tableau de bord? Oui, les questions, les conversations que nous tenons maintenant sur l'égalité, nous l'avons vu avec le développement du tableau de bord. Nous avons essayé de rassembler des indicateurs pour l'ensemble du système alimentaire. Nous avons essayé de faire des indicateurs et au début, c'était la question d'accès de l'industrie qui a toutes sortes de données, tout particulièrement sur le comportement, le changement de comportement, ce qui entraîne la décision des choix alimentaires, ce qui motive la décision pour les agriculteurs, pour ce qu'ils plantent ou récoltent. Le secteur privé a beaucoup de données, mais ne les publie pas ou encore il faut les en payer. Nous essayons d'avoir ces données dans tous les pays du monde et c'est difficile pour le monde entier, bien sûr. Par exemple, comme les États-Unis, on a toutes sortes de données. L'USDA détient une grande quantité de données, mais d'autres pays ont des données obsolètes ou pas du tout. Il y a donc des inégalités dans la couverture géographique des données. Nous avons tenté de les rassembler, ces données, pour permettre aux décideurs de ne pas travailler à l'aveuglette pour les systèmes alimentaires, mais nous avons des problèmes d'accès, d'égalité pour la couverture géographique. Alors, vous parlez au secteur privé sur l'accès des données ou c'est simplement pas réaliste, c'est pas faisable? Ou vous frappez à la porte et on vous dit: «D'accord, d'accord, au revoir». C'est difficile parce que ce sont des données exclusives. Quand on publie ces données, elles sont données aux concurrents éventuels. Il y a beaucoup de données sur le comportement des consommateurs qui sont importantes pour leur propre image de marque. Qu'est-ce qui les incite à publier ces données? Dans notre tableau de bord d'accès libre, difficile à dire. Oui, c'est aussi le risque qu'il y a là des informations délicates, comment les partager et s'assurer qu'il n'y a pas de compromission, si vous voulez. Et je suis du secteur privé et donc j'ai un autre point de vue, bien entendu. Oui, oui, je l'avais oublié à un moment. Non, non, c'est bon, c'est bon. Allez-y, Rikin, allez-y, allez-y. Une question parallèle pour le type de données agrégées dont on peut se servir pour un tableau de bord ou pour l'intelligence artificielle. Il est possible de rassembler ces données, mais après ça, comme vous l'avez dit, il y a des informations individuelles, privées, exclusives pour chaque agriculteur. Comment penser à rassembler ces deux niveaux de données agrégées et les données personnelles d'un particulier en conservant l'égalité et la capacité de gouvernance entre ces deux types de données très différentes? Excellente question. Vous avez une réponse excellente? Ah, je ne sais pas. Alors, comment en fait avoir ces données partagées sans compromettre la vie privée de ceux qui sont les propriétaires? Et on en revient au consortium d'organisations à but non lucratif et de personnes qui se réuniraient pour définir les cas d'utilisation et de normes pour les données à partager, s'assurer qu'il existe des garanties à ce sujet. Mais si vous partagez ces données globales, s'assurer qu'il n'y a pas de données individuelles. C'est ce qui va devoir définir ce qui doit être partagé pour le tableau de bord des systèmes alimentaires.
FarmStack, quelles sont les données, quel est le modèle de données, quelle est l'agrégation, à quel niveau, les informations individuelles, et donc, ou que ce soit FarmStack ou le tableau de bord du système alimentaire ou tout autre système. Donc, ce type de consortium est nécessaire. Un modèle open source, par exemple, comment ferons-nous qu'on travaille ensemble avec des preuves que ce n'est pas juste un meilleur effort, mais qu'on peut prouver. Mais vous savez qu'il n'y a pas de sacrifice de la vie privée d'une personne sur cet agrégat. Et ce type de données est vraiment nécessaire. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose? Oui, oui, allez-y. Oui, oui, allez-y. Oui, je pensais à vous et vous me pensiez à intervenir. Merci mille fois. Je voulais souligner l'importance des autres éléments de l'écosystème. Les éléments liés à la politique globale, l'environnement réglementaire, de l'utilisation des données, les questions de compétences, d'esprit d'entreprise, la démarche à la Banque mondiale et de penser à l'autonomisation des données dans un cadre large sur la transformation numérique. De l'accès à la connectivité, aux compétences, à l'esprit d'entreprise, la capacité d'utiliser l'inclusion financière, ce sont les éléments importants, quel que soit le secteur. L'agriculture, pour moi, est un secteur par excellence, où si les fondements fonctionnent ensemble, on voit l'impact sur les agriculteurs et sur l'ensemble du système alimentaire. C'est donc un très bon secteur où on travaille en collaboration entre le public et le privé, avec les fondements, et on voit l'imagination que les jeunes apportent dans ce secteur. C'est formidable. Merci Boutina, merci Jess, merci Ranvir et merci Rikin. Cela prouve que le public et les privés peuvent fonctionner bien ensemble, comme c'est le cas dans cette tribune. Merci, mesdames et messieurs. Et maintenant, voyons l'innovation. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Regardez. Je m'appelle Simone, je suis la fondatrice et PDG de Plantix, qui est un médecin numérique des cultures des agriculteurs. C'est une application la plus téléchargée pour les petits agriculteurs du monde entier. 15 millions de téléchargements. Nous identifions les maladies des cultures, les parasites, les carences. Il suffit de prendre une photo de la plante avec un smartphone et notre appli lui donne le résultat en quelques secondes. Comment? Nous utilisons l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique pour les experts en plantes. Ce qui est bien avec ces experts numériques, ils sont disponibles à tout moment, là où on en a besoin. Ils peuvent parler à des milliers, des millions d'agriculteurs en même temps. Ils ne sont pas seulement experts pour une ou deux cultures, mais 60 cultures et plus précis que des experts humains. Et ils sont plus smart au fil du temps. Il s'agit d'un système auto-renforcé où chaque image que nous obtenons améliore l'expertise numérique et toutes ces images que nous avons, nous comprenons comment les maladies des plantes se propagent dans les pays et nous savons ce que les agriculteurs cultivent. Ce sont des données qui sont produites normalement lorsque les gens vont dans le village, font des enquêtes et qu'en utilisant notre service, les agriculteurs produisent des informations numériques en temps réel. Mais l'intégration des outils ici dans l'agriculture est également un défi numérique. Les groupes d'agriculteurs utilisent cette technologie pour la première fois, donc il faut qu'elle soit accessible aux agriculteurs, qu'elle soit sur leur téléphone plus âgés, plus anciens, bon marché. Pour réussir, il faut qu'elle soit facile à utiliser, intuitive, car de nombreux agriculteurs n'utilisent leur téléphone que pour téléphoner ou utiliser WhatsApp. Nous gérons, on peut créer quelque chose de très véritable. Chez Plantix, nous pensons que la technologie est la clé d'une agriculture plus durable. Ce n'est qu'avec une solution évolutive qu'on peut aider les agriculteurs et nous aurons un impact. On parle de 500 millions
d'exploitation agricole, 1 milliard de personnes qui sont dans l'agriculture. Et Marc Andreessen a dit que les logiciels mangent le monde. Mais pour nous, à Plantix, nous aidons à nourrir le monde. Le fondateur et PDG de Plantix nous donnera quelques statistiques sur le nombre de personnes qui travaillent dans l'agriculture. Je vais faire le lien entre le nombre de personnes qui sont dans l'agriculture, celles qui sont connectées en ligne. Si on regarde le monde entier, 4 milliards de personnes ont accès à l'Internet. 5 milliards de personnes ont un téléphone portable. Vous prenez ces statistiques, vous avez une agriculture et une technologie numérique. Quel potentiel d'innovation, dites-moi. Vous allez apprécier la tribune suivante. Responsabilité importante pour cette dernière. Quand vous décidez de dire oui pour venir à une tribune sur l'innovation, il vous faut tenir vos promesses. Bonjour à la tribune, merci. Je vais saluer Christiana, Mariana, Simon. Mariana, dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites. Bonjour, je me présente Mariana Vasconcelos, cofondatrice et PDG d'AgroSmart, plateforme agrotechnique en Amérique latine, dans le domaine des capteurs pour les cultures d'hiver et l'imagerie par satellite, pour les petits agriculteurs qui prennent des décisions sur le terrain pour la chaîne d'approvisionnement productive résistante au changement climatique. D'accord, et vous? Bonjour, je me présente Christine Gould, fondatrice et directrice générale de Thought for Food. Je suis en Suisse. Nous sommes une organisation mondiale qui équipe les générations les plus importantes au monde, c'est-à-dire les milléniaux, la génération Z, afin de résoudre les défis de nos systèmes alimentaires en mettant en avant leur savoir-faire numérique, leur esprit d'entreprise, leur mentalité pour un but précis. Ravi d'être avec vous. Merci. Simon, qui vous êtes? Pourquoi vous êtes venu? Bonjour, je me présente Simon Winter, directeur exécutif de la fondation Syngenta, Agriculture durable, et nous contribuons à créer un avenir radieux pour les petits exploitants agricoles qui, pour l'instant, ne sont pas bien connectés au marché ni qui n'utilisent des technologies modernes. L'innovation est essentielle pour nous. Les opportunités qui peuvent être produites par la technologie numérique pour accélérer, augmenter les progrès, d'autres types d'innovations que nous essayons d'accélérer nous aussi et augmenter d'autres innovations. Ravi d'être avec vous. Merci. Alors, nous allons commencer par un sujet rapide dans la technologie agricole numérique. Quelle est l'innovation qui véritablement est celle dont vous parlez tout le temps? Nous allons commencer pour que nous sachions ce que vous appréciez. Ça peut être votre propre organisation ou une autre. C'est comme vous voulez. Simon, vous commencez. Eh bien, de mon côté, je pense que l'innovation que nous appuyons, qui est de transformation, c'est ce que nous appelons e-Farmers Hub. C'est une entreprise dans une boîte à outils pour les jeunes entrepreneurs agricoles qui veulent lancer une entreprise pour servir leur communauté, que ce soit par les intrants, l'agrégation pour les marchés de sortie ou les services financiers ou autre chose dont leur communauté a besoin. Cette technologie leur permet de se connecter aux agriculteurs et aux fournisseurs et aux clients de l'autre côté. Ça peut être, je crois, une transformation et nous le mettons à l'échelle. Christine, lorsque vous pensez à l'innovation dans le domaine de l'agriculture numérique, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous interpelle? Donnez-nous un exemple. Bien sûr, bien, je peux dire des choses comme l'apprentissage automatique, le big data, la blockchain, mais vraiment pour être honnête, je pense que l'innovation qui change le plus la donne, c'est le pouvoir des plateformes des médias sociaux si nous les utilisons. On peut connecter notre communauté d'innovateurs et d'entrepreneurs pour qu'ils se réunissent, travaillent ensemble, collaborent pour accélérer leurs efforts. Et où qu'ils soient dans le monde, ils partagent pas mal d'idées, des bonnes pratiques pour réduire les efforts redondants et accélérer la vitesse à laquelle ils peuvent avoir un impact. Alors, les plateformes communautaires que permet le numérique, c'est ça qui a véritablement changé la donne pour favoriser une innovation plus importante et plus efficace. Mariana, allez-y. Eh bien, je ne pense pas qu'il y a une solution unique pour tout. On doit travailler avec un tas de technologies pour résoudre un problème et je recommande en fait
que les entrepreneurs en général, il faut tomber amoureux du problème et qu'on soit passionné par le problème plutôt que par la solution elle-même. Mais je pense que l'une des choses qu'on a en commun, que toutes ces technologies ont en commun, ce sont les données, donc les ensembles de données et comment la science des données peut nous aider à surmonter les défis du système. Alors, vous savez, en fait, ce qui m'embête, ça, c'est cette idée de fracture, de fossé numérique. La différence entre l'accès et la connectivité dans certaines parties du monde et dans d'autres parties du monde. Quand on parle, par exemple, Simon, des petits exploitants agricoles, comment est-ce qu'ils font pour être sur cette piste, d'agriculture numérique? Comment est-ce que vous faites ça, vous, à Syngenta? Alors, ce qui est important de réaliser, c'est que tous les petits exploitants ne sont pas les mêmes. On parle de segments qui vont, de personnes qui vivent dans des camps de réfugiés, en gros, et bon, qui ne cultivent peut-être même pas leur propre terre ou peut-être, très temporairement, en fonction de l'endroit où ils se trouvent, jusqu'à des personnes qui exploitent, des petites exploitations agricoles de fruits et légumes, à la à la périphérie des villes et qui gagnent des milliers et des milliers de dollars par an. Mais la grande majorité des petits agriculteurs dans le monde en développement sont plus pauvres et bien moins connectés. Les agriculteurs eux-mêmes vieillissent, ils sont moins avertis en matière de numérique et ils ne disposent pas d'outils en termes d'infrastructures ou de smartphones pour pouvoir se connecter directement. Et c'est pour ça que les entrepreneurs agricoles que nous soutenons dans les communautés peuvent devenir des agents de changement. Et ça, c'est très important. Si vous ne recevez que des messages par SMS sur un téléphone fixe, eh bien, c'est important d'avoir une complémentarité avec quelqu'un dans votre communauté qui est connecté du point de vue numérique et qui peut alors vraiment apporter des marchés et des innovations de manière dans cette communauté. Il faut comprendre le contexte local et il faut trouver les champions du numérique au sein de ces communautés. Tous les membres des communautés n'ont pas besoin d'être connectés au numérique. Christine, allez-y, je vois que vous hochez de la tête. Oui, oui, je pense que la fracture numérique, elle est réelle et elle est sérieuse. Nous avons 4 milliards de personnes, comme vous l'avez dit, qui sont connectées à l'Internet sur 7 milliards. Donc, c'est un grand nombre de personnes qui ont la possibilité de se connecter. Mais moi, ce qui me motive et ce qui m'inspire dans mon travail, c'est le fait que vous avez des jeunes dans le monde entier, partout, qui trouvent des solutions vraiment créatives pour aider à combler ce fossé numérique. Il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté les exploitations agricoles et c'est peut-être un problème ou une opportunité. Ils ont quitté cette exploitation agricole et pour aller dans les villes. Et ils sont doués pour le numérique, ils sont connectés, ils voient le pouvoir qui se produit lorsqu'on peut se connecter. Et alors, ce qu'ils font, et je pense que, et Mariana, c'est un très, très bon exemple, parce qu'il y a quelques autres personnes avec qui on travaillait dans notre programme, c'est qu'ils reviennent dans l'exploitation agricole et qu'ils forment leurs parents ou d'autres agriculteurs par rapport aux possibilités que le numérique peut apporter. Et ils le font non seulement par le biais de l'internet, mais aussi par, une connectivité mobile avec, des interactions de type SMS et cetera, des radios. Mais c'est le pouvoir d'apporter des données, des informations aux agriculteurs, qui est résolu dans beaucoup d'endroits par des jeunes et peut-être même par des personnes qui ont des contacts avec des groupes vraiment éloignés, comme des populations indigènes. Et ils ramènent ces informations sur nos plateformes. Donc nous, ce qui se passe, c'est que nous apprenons aussi par des connaissances traditionnelles et nous pouvons les intégrer dans les solutions technologiques. Le rôle que jouent les jeunes dans la réduction de la fracture numérique est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant et on travaille beaucoup en ce moment au sein de mon organisation pour aider à en faire plus. Mariana, je voudrais que vous soyez très franche et me dire les obstacles pour les innovateurs. Si vous voulez être directe, franche, honnête, quels sont les obstacles et comment est-ce qu'on peut les surmonter? Allez-y, Mariana. Eh bien, je suis d'accord avec Christine. Les barrières sont souvent des opportunités. Et dans notre cas, moi, je viens d'une famille d'agriculteurs et on utilise la technologie pour faire le lien entre les deux mondes. Et je pense que c'est important pour la succession. Comme avant, personne ne voulait rester dans l'agriculture, mais maintenant, ça devient beaucoup plus attirant. On peut essayer de résoudre les problèmes de l'agriculture. Ainsi, dans notre cas spécifique, l'infrastructure et la connectivité sont un problème. Au Brésil, en Amérique latine, dans les pays émergents, la connectivité, elle est très faible et diffuse. Mais on a été en mesure de créer une plateforme où on recueille des données à partir d'un matériel indépendamment de l'Internet préexistant. Et on a compris ça. Et en plus de ça, nous voyons des solutions de données. Mais en termes d'obstacles, il y a des obstacles que nous pouvons surmonter et
continuer à trouver des solutions créatives, mais on a besoin de soutien. Et c'est là, je pense, que l'écosystème joue un rôle essentiel. On participe à un programme alimentaire et ce genre d'initiative, c'est super important car elle nous permet d'entrer en contact avec d'autres personnes, d'apprendre, d'être mis au courant des opportunités. Et je pense que l'accès au marché est encore très coûteux pour les startups. Je pense qu'il est très difficile de passer à l'échelle et quand on considère tous les effets dans le monde, c'est difficile d'atteindre un marché de masse pour ce que nous faisons là. Il y a un manque de financement pour la technologie dont les agriculteurs ont besoin. Il y a un manque de financement pour les startups, les capitaux disponibles qui soient suffisamment patients pour attendre que cette transformation s'opère. C'est difficile à trouver tout ça, surtout dans les pays émergents. Et donc, je pense qu'on a besoin d'un meilleur accès au capital pour partager les coûts de l'éducation et changer les mentalités de nos agriculteurs. True Network, la Fondation Syngenta, par exemple, ils ont un rôle important à jouer pour nous aider à impliquer les agriculteurs, à les unir, à les éduquer sur ce qu'il est important de considérer et sur les raisons pour lesquelles ils doivent changer. Parce que sinon, ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'on va pouvoir nourrir le monde à l'avenir et le faire de manière durable. Je vais dire un mot et je voudrais que vous réagissiez immédiatement quand on parle d'agriculture numérique et d'accélération de l'innovation. Christine, partenariat. Super. Ah, j'aime bien cette réponse. C'est une bonne réponse. Simon, partenariat. Essentiel. À cause de ce que Mariana vient de dire sur l'importance de l'écosystème, l'un des problèmes à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop de startups qui essaient de s'en sortir toutes seules. Elles se débattent vraiment pour toutes les raisons dont Mariana a parlé, et l'écosystème est encore faible et ça n'est pas vraiment bien unifié. Mariana, elle va avoir la meilleure réponse. Elle a eu le temps de réfléchir. Les partenariats. Oui, oui, je pense que la culture c'est tout au sujet de la nature. Et la nature est un écosystème complexe. Et donc, nous avons besoin d'un écosystème fort pour pouvoir y naviguer et nous ne pouvons pas le faire toutes seules. Donc, pour moi, c'est la seule façon de survivre et de grandir. Si je suis un innovateur dans le domaine de l'agriculture numérique, quel encouragement est-ce que vous allez me donner en une seule phrase? Mariana. Eh bien, je pense que ça dépend où vous vous trouvez, mais je pense qu'il y a beaucoup d'innovateurs qui viennent de familles d'agriculture et c'est vraiment la chance de pouvoir apporter un changement dans ce domaine. Et c'est très lié à notre objectif, c'est-à-dire aider à changer l'activité économique de notre famille, aider à changer les économies dans notre pays, changer le monde. C'est pourquoi l'agriculture a un rôle important. C'est pourquoi ils ont rempli tant d'ODD. C'est l'une des rares industries qui peuvent réellement produire, contribuer à beaucoup d'objectifs de développement durable parce qu'on est vraiment en mesure de commencer petit, de commencer local et d'apporter un grand changement. Ça, c'est une grande phrase, mais vraiment percutante. Christine, en une phrase, je suis innovatrice dans le domaine de la technologie d'agriculture. Quel encouragement! Oui, je pense que l'agriculture numérique, ça donne la possibilité de sortir des sentiers battus, de relier des points inattendus. Il y a toutes sortes d'innovations numériques dans toutes sortes de secteurs que nous pouvons relier pour avoir des solutions d'alimentation et d'agriculture. Mais ça exige un état d'esprit. Et moi, je vois ce qui se produit chez les natifs du numérique parce qu'ils ont été exposés à énormément d'idées et de concepts par Internet. Il faut sortir des sentiers battus, collaborer, être ouvert et trouver ces partenariats. Il faut les mettre en lumière et il ne faut pas tout faire tout seul en tant que start-up. Simon, allez-y. Oui, je pense qu'il faut être tenace. Je pense que c'est ça l'essentiel. Vous allez échouer, mais il faut échouer et le faire, mais rapidement. Apprenez rapidement. Il faut utiliser de nouvelles approches qui sont agiles pour réfléchir à la manière de tester les choses et puis tout simplement passer à autre chose. Mais pour poursuivre sur la remarque de Christine, même si vous échouez et que vous essayez de vous relever, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Il y a beaucoup d'autres organisations qui sont vraiment concentrées sur ça en ce moment. Et bon, qu'elles soient du secteur public, du secteur privé, des fonds de différentes sortes, des organisations d'assistance technique, il y a une communauté qui se trouve là. Ce n'est pas peut-être pas un écosystème bien défini, mais il y a beaucoup d'organisations qui peuvent vous aider. Simon, Christine, Mariana, leader de l'innovation, je vous remercie. Merci, Fémi. Et maintenant, nous allons nous rendre au ministère de l'économie et des finances de la République de Corée et accueillir le vice-ministre des Affaires internationales, M. Tae-sik Yoon.
Bonjour de la Corée. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager l'initiative de la Corée pour l'agriculture numérique et son engagement très ferme à promouvoir l'innovation numérique dans l'agriculture au niveau mondial. Au mois de juillet dernier, la Corée a annoncé un programme national clé appelé le Korean New Deal, qui repose sur deux piliers principaux, le Digital New Deal et le Green New Deal, le New Deal numérique et vert, dans le but de transformer la Corée en une économie numérique et verte. L'industrie agricole est l'un des secteurs les plus importants pour la nouvelle donne coréenne, dans la mesure où nous pouvons favoriser un avenir durable, développer de nouveaux moteurs de croissance et assurer la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, la Corée pousse à une plus grande innovation technologique dans l'agriculture en se concentrant sur trois domaines. D'abord, les exploitations agricoles intelligentes. Nous nous engageons pleinement à développer des exploitations agricoles intelligentes et à moderniser les installations agricoles grâce à des investissements en recherche et développement et au développement d'un nouveau modèle d'exploitation agricole. Deuxièmement, des dirigeants intelligents. Vu l'importance des jeunes agriculteurs qui mènent cette ère d'agriculture numérique, le gouvernement ne ménage aucun effort pour fournir une éducation et une formation aux futurs dirigeants. Troisièmement, l'écosystème du big data. Nous mettons actuellement en place une plateforme de données basée sur le cloud, l'utilisation des données et en développant ainsi un écosystème de big data pour l'agriculture intelligente. La Corée s'engage aussi activement à soutenir l'agenda mondial de l'agriculture numérique en consolidant le partenariat avec la Banque mondiale. Par exemple, au cours des 2 dernières années, la Corée a soutenu l'étude phare régionale sur la mise à l'échelle des technologies agricoles perturbatrices en Afrique par le biais du mécanisme de partenariat avec la Banque mondiale. Les résultats de cette étude servent actuellement de base à des consultations très actives avec le Kenya et l'Ouganda. En outre, la Corée a récemment approuvé le financement de projets de coopération technique dans le domaine de l'écologie et du numérique dans 23 pays par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire pour la croissance verte de la Corée. Grâce à ce projet pilote, nous espérons partager l'expérience de la Corée et contribuer à faire progresser l'agriculture numérique dans ces pays. À l'avenir, au vu de l'énorme potentiel de l'agriculture numérique, le gouvernement coréen continuera à élargir son financement des installations dans ces domaines à la Banque mondiale et à soutenir l'innovation technologique en agriculture dans le monde entier. Merci. Bonjour, je me présente, professeur Hamadi Boga, secrétaire principal chargé du développement des cultures et de la recherche agricole au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et des coopératives du Kenya. Nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie de transformation au sein du ministère de l'Agriculture dont l'objectif est de transformer la vie de 8,8 millions de petits exploitants agricoles qui représentent environ 4,4 millions de ménages. Et au vu des difficultés dans le secteur, nous avons donné la priorité à la numérisation. Ainsi, dans notre stratégie, nous avons un pilier et c'est la numérisation de l'agriculture au Kenya. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place et qui visent à favoriser la transformation de notre agriculture à l'aide d'outils numériques. Parmi ces outils qui sont déployés, il y a la plateforme Big Data financée par le programme de la Banque mondiale que l'on peut qualifier de projet pour une agriculture plus intelligente. Nous avons également transformé notre programme de subvention des engrais en un programme de subvention intelligent qui repose sur un coupon électronique. Ce programme est déjà en cours. Il y a un impact sur environ 200 000 agriculteurs qui cultivent diverses matières premières, principalement des petits exploitants agricoles. Et en collaboration avec la Banque mondiale, bien sûr, nous avons l'initiative d'atteindre 1 million d'agriculteurs en utilisant des outils numériques, des technologies perturbatrices, et cela veut dire relier des entreprises agro-technologiques et des startups qui ont de bonnes idées, les relier au compte des gouvernements où ils sont en mesure d'avoir des contacts et de résoudre des problèmes spécifiques. Et je pense que le Kenya est un des leaders dans la numérisation. Il me semble que 25% des solutions numériques dans le secteur de l'agriculture proviennent du Kenya. Et quand vous regardez le paysage africain, et il y a déjà
on a déjà des contacts avec certains des développeurs et nous avons vu plus de 125 applis numériques qui ont été développées pour aider les agriculteurs à résoudre un problème ou un autre. Et donc, tout cela s'est ancré dans notre stratégie de numérisation de l'agriculture que nous gérons et que nous mettons en œuvre avec nos partenaires du développement. Je vous remercie. Nous arrivons au dernier segment de notre conversation sur le secteur public. Absolument fascinant de voir que nous l'avons vu pour la fin du programme. Alors, la tribune, qu'en dira-t-elle? Bonjour Martine, Maximo, ravi de vous voir. Martine, expliquez-nous qui vous êtes. Présentez-vous. Bonjour Fémi, ravi de vous voir, d'être à cette tribune. Martine Van Nukop, directeur mondial pour l'agriculture et l'alimentation à la Banque mondiale, et je supervise l'engagement de la banque dans ce domaine. Ravi de vous voir, Maximo. Bienvenue à notre conversation. Présentez-vous à notre public mondial. Bonjour, ravi de vous voir. Maximo Torero, je me présente, économiste en chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Messieurs, finissez ma phrase. Nous sommes le panel du secteur public pour maximiser l'efficacité, l'égalité et la durabilité de l'agriculture numérique. Alors, ce blanc, qu'est-ce que vous y diriez, le rôle du secteur public? Comment finir ma phrase? Eh bien, pour moi, il y a environ 500 millions d'agriculteurs dans le monde. Ce sont des petits exploitants agricoles pour la plupart, dans des zones rurales, isolées. Le secteur public a un rôle très important à jouer pour s'assurer que ces 500 millions d'agriculteurs ne se trouvent pas du mauvais côté de la fracture numérique et s'assurer que les conditions sont en place, c'est-à-dire que les agriculteurs peuvent tirer parti de l'énorme potentiel que les technologies numériques ont à offrir. Maximo, que direz-vous? Le rôle du secteur public, c'est le rôle du secteur public est de niveler le terrain pour qu'on ait accès et réduire la fracture numérique. Et enfin, l'utilisation augmente, qu'il y ait concentration et exclusion. Et donc, la numérisation doit être inclusive et produire des marchés compétitifs pour avoir meilleur accès à la technologie. Je suis ravi de vous accueillir, mais je voudrais proposer que le secteur privé est bien en avance sur le secteur public dans l'agriculture numérique. Martin. Eh bien, on est en avance dans le développement des technologies, mais en même temps, je pense que le secteur public a un rôle important à jouer pour promouvoir la portabilité des données, s'assurer que chaque donnée est équitable. Ça veut dire que le gouvernement doit s'assurer que les données sont équitables, accessibles, interopérables, réutilisables. C'est comme ça maintenant? Oui, allez-y, Maximo, allez-y. Ce que je voulais dire, dans l'économie, un concept de monopole naturel, ce qui veut dire que vous avez des investissements qui sont importants, fixes. La technologie est nécessaire dans le réseau, dans le haut débit. Pourquoi êtes-nous en avance? Pourquoi y a-t-il fracture numérique? Donc, c'est vrai que c'est dans l'état de la technologie, mais nous devons combler le fossé numérique. Une fois qu'il est comblé, la question est comment être compétitif. C'est ce que disait mon collègue. Il y a des règlements qui sont nécessaires pour éviter un investissement spécifique. Si une entreprise entre sur le marché en monopole naturel, qu'elle contrôle un réseau central, alors c'est quoi l'opérabilité? Pour que d'autres entreprises puissent être compétitives et non pas un monopole uniquement. Donc, le gouvernement a un rôle à jouer, réglementation, environnement pour attirer les investissements, ce qui se fait par les PPP, partenariats public-privé, concessions. Il y a un investissement dans le réseau central qu'il faut faire, tout particulièrement dans les zones les plus éloignées où la plupart se trouvent les exploitants agricoles. Et aussi, un autre domaine pour le secteur public, ce serait sauvegarder la confidentialité et la sécurité, la propriété des données des agriculteurs, ce qui ne veut pas dire que c'est garanti si vous le laissez au secteur privé. À cet égard, le cadre juridique ou réglementaire doit aussi
aussi s'assurer que les utilisateurs ont confiance dans le système. Donc, on parle bien des meilleures pratiques du point de vue du gouvernement. Parlons des applications techniques, Maximo. Quelques exemples, je vous prie. Il y a de nombreuses applications techniques. Les technologies numériques, encore une fois, c'est un moyen pour faire quelque chose. Ce n'est pas la solution du problème, mais un moyen rentable. Par exemple, pour distribuer de façon rentable des informations aux agriculteurs qui ont accès à plusieurs téléphones. Et donc, économiquement, on peut distribuer les informations, créer une feuille Excel, numéro de téléphone, les transférer, j'envoie un message. Voilà. Je peux également me servir d'outils plus pointus, des chaînes de blocs, par exemple, pour la traçabilité et garantir le respect des normes commerciales, non seulement sur le marché local, mais régional et international, ou encore accélérer l'accès au financement, des applications pour les informations essentielles dont ils ont besoin, et je peux leur fournir des informations de vulgarisation, un travail qui est en cours sur la vulgarisation par le numérique et leur fournir un soutien en temps réel pour prendre une photo du problème, l'envoyer sur le nuage et les experts peuvent leur répondre et donner une solution. D'accord. Les conversations organisées par la Banque mondiale, le public veut savoir, pardon, la Banque mondiale veut savoir ce qu'on peut faire dans ce domaine. Martin. Oui, la Banque mondiale appuie ce programme de plusieurs façons. On en a déjà parlé. Il s'agirait d'investir dans la connectivité numérique et l'infrastructure mondiale, en particulier rurale, éloignée dans les régions, pour relier les agriculteurs au réseau. Un autre domaine pour soutenir les investissements prioritaires dans des facteurs numériques normaux qui sont essentiels au développement d'écosystèmes agrotechniques dynamiques, de nouvelles formes de biens publics, d'institutions pour connecter les innovations à fort impact avec les données dans les cas d'utilisation, par exemple, les observatoires agricoles, les données météo, du climat. Et un autre domaine serait le soutien au développement de l'innovation, des écosystèmes, des plateformes au niveau national à partir de partenariats créatifs entre le secteur public et le secteur privé pour connecter les startups, la technologie, les entreprises agroalimentaires, les institutions financières et les organisations d'agriculteurs, ou encore s'engager activement sur les questions de promotion de la plateforme d'apprentissage afin d'apprendre les uns des autres et de bénéficier des innovations mondiales. Par exemple, l'apprentissage ouvert ou sur l'agriculture numérique. Ce sont là des exemples de notre engagement et de la demande et qui est assez importante. C'est là l'intérêt de la part de nos clients pour s'engager dans ce programme. Maximo, soyez très direct sur les défis, les obstacles à la réussite du secteur public dans l'agriculture numérique. Le premier obstacle pour vous, c'est quoi? Dites-nous. Vous savez, quand on parle de technologie numérique, il s'agit de trois choses: connectivité, capacité et contenu. Les principaux obstacles que nous avons pour la connectivité, nous avons un fossé numérique important dans les zones rurales et urbaines, dans les pays. Ça peut être réglé. La Banque mondiale et les autres organisations internationales de financement jouent un rôle, mais le problème complexe, c'est les capacités, c'est l'éducation. Si vous n'avez pas les capacités, c'est très difficile pour les agriculteurs, les ruraux, des générations figées et souvent analphabètes. Il est difficile d'utiliser ces technologies. Bien sûr, l'innovation peut apporter des vidéos et comment faire, mais il n'y a pas ces capacités. Donc, la contrainte principale, c'est la capacité. Et deuxièmement, pour parler des contraintes, le secteur est un oligopole. Peu d'entreprises peuvent opérer et fournir ces services. Ce n'est pas un secteur où la concurrence est parfaite. Et donc, il faut des institutions. C'est donc la conformité, la gouvernance. Et le gouvernement peut commencer à utiliser les réglementations
mais les entreprises auront toujours plus de capacités pour faire ce que le gouvernement devrait le faire, un plus grand contrôle. C'est ce qui s'est passé en Amérique latine, un cadre réglementaire a été mis en place, les entreprises sont arrivées et l'ont saisi. Il nous faut tirer des leçons et essayer de voir comment cela a fonctionné pour aider les gouvernements à réduire ces risques. Dernière chose, Martin, COVID-19, pandémie mondiale. Ce facteur s'intègre-t-il dans la conversation et comment? Excellente question. Oui, ce que l'on voit en raison des confinements, en raison de la pandémie de COVID-19, les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement ont été mises en évidence. Il est certain que les marchés urbains n'ont pas pu être approvisionnés. Vous avez une augmentation intéressante et inquiétante de la sécurité alimentaire d'un côté, qui va de pair avec l'augmentation des pertes et des gaspillages de nourriture. On s'intéresse maintenant à reconstruire en mieux les chaînes d'approvisionnement, s'assurer qu'elles sont résilientes. Et les applications numériques jouent un rôle très important pour connecter mieux les producteurs aux consommateurs. Il s'agit d'un domaine de grand intérêt qui rend les applications de technologies agricoles numériques encore plus intéressantes, je dirais, importantes que ce que nous pensions avant la pandémie. Merci, messieurs, de vos observations, de votre expertise. Nous vous remercions tous les deux. Et maintenant, pour clôturer notre programme, le vice-président du développement durable de la Banque mondiale. Merci. Un événement très intéressant. Nous avons entendu aujourd'hui que l'agriculture numérique est importante pour maintenir le système alimentaire fonctionnel pendant la pandémie, mais aussi pour construire un futur système alimentaire équitable, efficace et durable. Et nous n'en sommes pas encore là. Comment appuyer une transformation efficace, numérique, équitable, durable du système agroalimentaire? La discussion d'aujourd'hui nous a permis de constater que les facteurs non numériques sont essentiels. C'est la première chose à dire. Une meilleure infrastructure de connectivité est essentielle pour éviter la fracture numérique. Il faut être créatif pour faire en sorte que le secteur public et privé collaborent pour collecter les données, connecter les parties prenantes par le biais de partenariats publics-privés, d'incubateurs. Les gouvernements doivent accepter la révolution numérique en investissant dans les réformes institutionnelles, les données et l'utilisation de technologies numériques pour la prestation de services. Ils ont un rôle à jouer pour aider l'innovation numérique pour les agriculteurs, en particulier les plus petits. La mise à l'échelle de l'innovation aura un impact sur les exploitants et c'est la création d'institutions pour les innovateurs des agriculteurs. Et donc, il faut les relier et dans ce sens, parce que ce n'est que ainsi que nous pourrons avoir un impact. Nous devons également avoir un environnement réglementaire et donc s'assurer qu'il y ait concurrence dans l'apport du numérique, avoir accès et s'assurer que le partage, l'utilisation des données dans un environnement compétitif est très important. Et également la gouvernance des données et nombre de pays donc dans cet espace ont des difficultés. En Europe, aux États-Unis, nous avons des difficultés, ce qui veut dire que le côté fondamental des données, le partage de données et l'appartenance des données est une question qui n'est pas spécifique au secteur agricole et qui est abordée dans une économie globale. C'est une question sensible dans l'agriculture plus particulièrement, qui est un secteur souvent caractérisé par un déséquilibre de pouvoir entre les agriculteurs et les entreprises agricoles. Et on craint que les données ne soient qu'un autre moyen d'affirmer son pouvoir sur les agriculteurs. Le secteur privé a proposé des solutions, notamment des codes de conduite pour des cadres, définissant des obligations avec des contrats de service d'agriculture numérique. Mais il n'est pas certain qu'ils soient efficaces, car ils sont volontaires et ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les juridictions. Et certains gouvernements se demandent comment donc l'appliquer au secteur agricole. Alors, de nouvelles dispositions institutionnelles et les nouvelles technologies contribuent à fournir de nouveaux moyens de partager et de gérer les données. Par exemple, les coopératives de données
peut aider les agriculteurs à avoir un pouvoir supplémentaire sur les personnes qui peuvent accéder à leurs données. Les innovations institutionnelles, par exemple les espaces très concurrentiels, permettent aux entreprises de coopérer sur des pools communs de données pour soutenir l'innovation. C'est ce que l'Europe essaye de développer pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle. Les gouvernements peuvent mieux utiliser les données pour prendre leurs décisions, mais cela exige d'investir dans le renforcement des capacités des données et le système des données. Les gouvernements n'ont pas besoin de partir à zéro. Ils s'appuient sur les informations, les analyses des satellites pour la prise de décision. Les cartes, les systèmes d'alerte précoce s'appuient sur des données, des analyses de télédétection qui peuvent informer l'Europe, mais aussi les pays africains. Chaque ministère de l'Agriculture devrait disposer d'un responsable de données pour appuyer la création de registres d'agriculteurs, d'autres bases de données susceptibles d'appuyer non seulement la prestation de leurs propres services publics, mais aussi la mise en place de relations entre les agriculteurs et les innovateurs. Les gouvernements peuvent aider à mieux cibler les dépenses, les programmes de subvention et utiliser le fonds public. Mieux cibler les bénéficiaires, soutenir les résultats, c'est là la tendance de la façon dont les gouvernements soutiennent leur communauté agricole pour une plus grande durabilité. Nous devons mieux prendre en compte la spécificité du secteur agricole pour soutenir la numérisation, combler le fossé financier de l'innovation entre les pilotes, les fonds d'amorçage et les capitales risques. Le processus de numérisation du secteur agricole est différent de celui d'autres secteurs. L'agriculture ne peut pas être dématérialisée, même si les nouvelles technologies pourraient découpler la production agricole de la terre. Elle repose sur des actifs tangibles et l'essai de technologie dépend du cycle de la nature. On doit injecter davantage de capital patient dans l'espace agricole numérique pour répondre aux besoins des technologies numériques pour l'itération de tests avant de passer à l'échelle. Et donc, il faut avoir un ensemble financier pour s'y adapter. Que fait le groupe de la Banque mondiale pour soutenir l'agriculture numérique aujourd'hui et à l'avenir? Le groupe de la Banque mondiale travaille dans 18 pays à travers le monde pour aider les gouvernements à développer des écosystèmes numériques axés sur les données afin d'analyser le travail et les investissements en partenariat avec les entreprises technologiques, les startups et les entreprises agroalimentaires, les institutions financières et autres partenaires du développement. Nous travaillons avec un large réseau d'acteurs dans ce domaine. Le groupe de la banque soutient les gouvernements dans le développement d'une politique favorable, d'un écosystème pour les données et les technologies numériques dans l'espace agroalimentaire. Il s'agit d'appuyer les gouvernements à numériser les registres de données dans une plateforme de données, intégrer les données météo, données sur les cultures et de transactions pour permettre au gouvernement d'utiliser l'analyse de ces données pour circonstancier les politiques publiques de la prise de décision. Nous avons travaillé en parallèle avec nos investissements dans la connectivité numérique, les infrastructures, pour créer des innovations dans les applications pour les systèmes agroalimentaires. Avec le secteur privé également, pour les startups, les entreprises de technologie agroalimentaire, le commerce électronique agroalimentaire et accélérer les innovations avec la SFI pour les investissements dans cet espace. Je vais terminer avec quelques exemples de nos travaux dans le domaine de l'agriculture numérique. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture du Maroc pour développer un programme d'agriculture verte pour les résultats, pour la numérisation de données agricoles et alimentaires, les services conseils, le soutien des technologies numériques, l'innovation des startups agrotechniques et le secteur privé dans le domaine du climat, de l'agriculture intelligente, de l'agriculture de précision, du marché et des systèmes de traçabilité alimentaire. Cela comprend également une plateforme de données ouverte pour les systèmes alimentaires et agricoles au Maroc afin de simuler l'incubation et l'accélération des opportunités d'agriculture numérique. Nous soutenons le développement d'un écosystème de données numériques et d'innovation avec le ministère de l'Agriculture de l'Indonésie en partenariat avec des entreprises telles que Microsoft, Ag et FinTech, des startups et des sociétés agroalimentaires avec un accent particulier sur l'engagement des jeunes et des agriculteurs de la génération Y. Je vous ai donné un résumé de ce que vous avez entendu dans cette séance très intéressante et j'espère que nous trouverons le moyen de continuer à collaborer, travailler ensemble et mettre en commun nos financements, nos connaissances pour faire évoluer les choses dans l'intérêt de nos agriculteurs, l'avenir du système alimentaire. Merci mille fois. Jürgen Vogele, vice-président de la Banque mondiale chargé du développement durable. Et voilà, nous concluons ainsi notre tour d'horizon de l'agriculture numérique, une nouvelle frontière pour les systèmes alimentaires. Merci d'avoir participé. Si vous vous intéressez au travail de la Banque mondiale dans ce domaine,
Où la Banque mondiale investit-elle? Quel pays de la Banque mondiale soutient-elle? Permettez-moi de vous recommander d'aller sur www.worldbank.org/agriculture. Très facile à retenir, www.worldbank.org/agriculture. Merci de votre attention.